J'étais en train de couper des légumes quand ma fille de 5 ans m'a tiré le bras. Papa, est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne? Mon sang s'est glacé. Ma belle-mère disait toujours qu'elles étaient bonnes pour elle. Essayez de ne pas paniquer. J'ai dit à ma fille de m'apporter le flacon. Quand un médecin l'a examiné, son visage est devenu livide. Il a claqué le flacon sur la table et a crié « Savez-vous ce que c'est? Pourquoi un enfant prend-il ça? Qui lui a donné, et pourquoi? Mais avant de commencer, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne, et nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Faites-le nous savoir. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la cuisine du petit appartement de 2 chambres, projetant de pâles rectangles de lumière sur le linoléum usé. Kevin Ward se tenait au comptoir, le bruit rythmé de son couteau contre la planche à découper remplissant l'espace tranquille. Les carottes d'abord, puis le céleri, puis le poivron qu'il avait acheté en promotion à l'épicerie ce matin-là. Il bougeait avec l'efficacité pratique d'un homme qui avait appris à cuisiner par nécessité plutôt que par passion. Derrière lui, Leia fredonnait doucement en rangeant sa collection d'animaux joués sur le tapis du salon. 5 ans, avec les boucles brunes de sa mère et ses propres yeux gris verts, elle construisait un zoo élaboré depuis 20 minutes. Kevin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, la regardant placer une girafe en plastique à côté d'un éléphant en peluche, ses petites mains bougeant avec une délibération prudente. Pinford, dans le Minnesota, n'était pas vraiment une ville, sa population dépassant à peine les 4000 habitants. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait vos affaires avant vous, où le restaurant de Main Street servait encore du café dans des tasses ébréchées et où la quincaillerie fermait à 17h pile. Kevin avait grandi ici, était parti faire ses études universitaires à Minneapolis et était revenu quand Claire était tombée enceinte. Il prévoyait de rester juste quelques années, d'économiser de l'argent, puis de déménager dans un endroit offrant de meilleures opportunités. C'était il y a 7 ans. Il y a 2 ans, Claire rentrait chez elle après son service à l'école primaire lorsqu'une camionnette a grillé un feu rouge à l'intersection de la Highway 71 et de Pine Avenue. Les médecins ont dit qu'elle n'aurait rien senti. Kevin n'y a pas trouvé beaucoup de réconfort. Papa. Il se tourna, le couteau toujours à la main. Leia se tenait au bord de la cuisine, une petite main agrippant le cadre de la porte, son expression incertaine. Oui, ma chérie. Elle fit passer son poids d'un pied à l'autre, un geste qu'il reconnaissait comme de la nervosité. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Kevin posa le couteau et essuya ses mains sur le torchon suspendu à la poignée du four. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Leia fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne juste à côté de lui. Elle leva la main et tira doucement sur sa manche, sa voix baissant presque à un murmure. Est-ce que je peux arrêter de prendre les pilules que mamie me donne? Kevin sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il s'accroupit jusqu'à ce qu'il soit au même niveau, plaçant doucement ses mains sur ses épaules. Quelle pilule, chérie? Les blanches. Les yeux de Leia étaient grands, sincères. Elle dit, elle m'aide à être calme. Mais papa, elle me donne tellement sommeil, même quand ce n'est pas l'heure du coucher. La sensation de froid se répandit dans la poitrine de Kevin. Il garda une voix stable même si son pouls commençait à marteler dans ses oreilles. Quand est-ce que mamie te donne ses pilules? Quand elle vient me chercher à la maternelle le mercredi et parfois le samedi quand elle vient nous rendre visite? La lèvre inférieure de Leia trembla légèrement. Je ne les aime pas. Elles rendent tout flou. L'esprit de Kevin s'emballa. Donna Alberg, la mère de Claire, venait régulièrement depuis les funérailles. Au début, Kevin était reconnaissant de l'aide. Elle venait chercher Leia à l'école quand ses quarts de travail au bureau de planification du comté se terminaient tard, la surveillait certains week-ends, apportait des plats cuisinés et des accompagnements quand Kevin était trop fatigué pour cuisiner. Mais avec le temps, l'aide avait commencé à ressembler moins à de l'assistance et plus à de l'ingérence. Donna avait des opinions sur tout, la façon dont Kevin habillait Leia, la nourriture qu'il lui donnait, l'heure du coucher qu'il avait établie. Elle avait été aide-soignante pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, et elle brandissait cette expérience comme un insigne d'autorité, suggérant constamment des vitamines, des suppléments, des changements alimentaires. Kevin avait largement ignoré cela, le considérant comme une surprotection de grand-mère, essayant de maintenir la paix pour le bien de Leia. Mais c'était différent. C'était un médicament. Kevin dit prudemment, « Leia, sais-tu où sont ces pilules en ce moment ?» Elle hocha la tête. « Dans mon sac à dos. »
Mamie les met dans un petit flacon et lui dit de les garder en sécurité. Kevin se leva, la mâchoire serrée. Peux-tu me montrer? Leia le conduisit au placard de l'entrée où son sac à dos violet était suspendu à un crochet bas. Elle ouvrit la poche avant et en sortit un petit flacon de prescription ambrée, le genre que l'on obtient dans n'importe quelle pharmacie. Kevin le prit de sa main, ses mains fermes malgré la colère qui commençait à monter dans sa poitrine. L'étiquette était imprimée clairement, Donna Alberg Lorzopam 1 mg prendre au besoin en cas d'anxiété. Kevin fixa le flacon. Lorzopam. Il n'était pas médecin, mais il en avait entendu parler. C'était une benzodiazépine, un médicament contre l'anxiété, un médicament pour adultes. Et sa fille de 5 ans en prenait. Il dévissa le bouchon et compta les pilules, il en restait 8. La prescription avait été remplie il y a 3 semaines pour 30 comprimés. Cela signifiait que 22 avaient disparu. Combien mamie t'en donne-t-elle à la fois, demanda-t-il, gardant sa voix calme. Juste une, dit Leia, mais parfois 2 dans la même journée si elle dit que je suis difficile. Kevin sentit sa vision se rétrécir comme lorsqu'il essayait très fort de ne pas perdre le contrôle. Il prit une lente inspiration, puis une autre. Quand il parla, sa voix était douce. Tu n'es pas en difficulté, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal, mais j'ai besoin que tu mettes tes chaussures. Nous allons voir un médecin. Les yeux de Leia s'écarquillèrent. Est-ce que je suis malade? Non, dit Kevin fermement, la serrant rapidement dans ses bras. Mais je veux m'assurer que tu vas bien. C'est tout. 20 minutes plus tard, ils étaient dans sa vieille Honda Civic, en direction de la clinique de soins d'urgence du côté nord de la ville. Leia était assise dans son siège d'appoint, donnant des coups de pied contre le dos du siège passager, fredonnant une chanson d'une de ses émissions. Kevin gardait une main sur le volant et l'autre agrippée au flacon de prescription, ses jointures blanches. La salle d'attente était presque vide à leur arrivée. Un adolescent avec une cheville gravement foulée était assis avec sa mère dans un coin, et un homme âgé somnolait sur une chaise près du présentoir à magazine. Kevin s'approcha de la réception où une jeune femme aux cheveux roux vifs leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, j'ai besoin que quelqu'un examine ma fille dès que possible. » « Quelle est l'urgence ?» demanda-t-elle, attrapant un presse-papier. Kevin posa le flacon de pilules sur le comptoir. Quelqu'un lui a donné des médicaments à mon insu et sans ma permission. J'ai besoin de savoir si elle est en danger. L'expression de la réceptionniste changea immédiatement. Elle décrocha le téléphone. Laissez-moi appeler le médecin. En moins de 10 minutes, ils étaient dans une salle d'examen. Le docteur Harding arriva peu après, un homme au début de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique. Kevin le connaissait de réputation. Il avait soigné la moitié des enfants de Pinford à un moment ou à un autre, et il avait la réputation d'être minutieux et imperturbable. Mais lorsque Kevin lui tendit le flacon de pilule et expliqua la situation, le calme du docteur Harding se fissura. Il fixa l'étiquette, puis Leia, puis de nouveau Kevin. « Vous me dites que quelqu'un a donné du lorazépam à votre fille de 5 ans? Sa grand-mère, dit Kevin sèchement, à mon insu. La mâchoire du docteur Harding se crispa. Il se tourna vers Leia, qui était assise sur la table d'examen, balançant ses jambes. Bonjour. Je suis le docteur Harding. Je vais te poser quelques questions et vérifier certaines choses. D'accord? Leia hocha la tête. L'examen dura 30 minutes. Le docteur Harding fut minutieux, vérifiant son rythme cardiaque, ses réflexes, sa respiration. Il lui posa des questions douces sur son état, si elle avait ressenti des vertiges ou des nausées, si elle avait eu du mal à se réveiller le matin. Quand ce fut terminé, il fit signe à Kevin de sortir de la pièce. Ils se tenaient dans le couloir, les néons bourdonnant au-dessus de leur tête. Kevin, dit le docteur Harding doucement, c'est un sédatif utilisé principalement pour les troubles anxieux chez les adultes et certaines affections neurologiques. À des doses plus élevées, il est utilisé avant une intervention chirurgicale. Un enfant de l'âge de Leia ne devrait jamais, en aucun cas, prendre ce médicament. Les mains de Kevin se serrèrent en poing sur les côtés. Est-elle en danger? Elle présente des symptômes légers, léthargie, temps de réaction plus lent, un certain brouillard cognitif, mais elle est jeune et résiliente. La bonne nouvelle est que si elle arrête d'en prendre maintenant, ses effets devraient s'inverser. Le docteur Harding fit une pause, son expression grave. Cependant, si elle avait continué à en prendre, ou si la dose avait été augmentée, nous serions confrontés à de graves problèmes respiratoires,
a des retards de développement potentiels et a des risques importants pour son système nerveux central. Kevin sentit la colère le traverser comme une force physique. Il pressa ses paumes contre le mur, essayant de se stabiliser. Qui ferait ça à un enfant de 5 ans? La plus grande question, répondit le docteur Harding, et pourquoi? Ce n'est pas seulement de la négligence, Kevin. C'est délibéré. Quelqu'un a fait un choix conscient de donner à votre fille un médicament sur ordonnance sans votre consentement. Kevin se tourna pour regarder le médecin. J'ai besoin que vous documentiez tout. Écrivez tout. J'ai besoin d'un dossier officiel. Le docteur Harding hocha la tête lentement. Je vais préparer un rapport complet. Et Kevin, je suis tenu par la loi de signaler cela. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Bien, dit Kevin. Signalez-le. Ils rentrèrent chez eux en silence. Leia s'endormit dans son siège auto avant même qu'il ne quitte le parking, sa tête ballant d'un côté, sa respiration lente et profonde, trop profonde pour un enfant de son âge. Après une sieste en fin d'après-midi, Kevin la porta à l'intérieur et la coucha doucement sur son lit. Il lui enleva ses chaussures, remonta la couverture jusqu'à son menton et s'assit sur la chaise à côté de son lit, la même chaise sur laquelle il s'était assis quand elle avait fait des cauchemars après la mort de Claire, la même chaise qu'il avait occupée pendant d'innombrables histoires du soir et des conversations chuchotées sur le fait de manquer à maman. Il la regarda dormir, son esprit s'emballant. Donna avait fait cela délibérément. Elle avait pris un médicament sur ordonnance destiné à elle-même et l'avait donné à un enfant. Elle avait menti à Leia, lui disant que les pilules l'aideraient à être calme. Elle avait mis sa fille en danger. Pourquoi? Kevin avait toléré l'ingérence de Donna parce qu'il pensait que cela venait d'un lieu de deuil et d'inquiétude. Claire avait été sa fille unique. La perdre avait brisé quelque chose en Donna, tout comme cela avait brisé quelque chose en lui. Il avait fait des concessions, essayé d'être compréhensif, essayé de maintenir un lien pour le bien de Leia. Mais cela avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être franchie. Il resta à côté du lit de Leia jusqu'à bien après minuit, observant le lent va-et-vient de sa poitrine, écoutant les doux bruits de sa respiration. Elle dormait trop profondément, trop immobile, comme quelque chose de précieux dont on vidait lentement la vie. Kevin se fit une promesse dans cette obscurité tranquille. Il en avait fini d'être poli. Il en avait fini de faire des concessions. Donna avait mis son enfant en danger, et il ne laisserait pas cela impuni. Quand il se leva finalement de la chaise et se dirigea vers sa propre chambre, son esprit travaillait déjà sur ses prochaines étapes. Il n'agirait pas de manière imprudente. Il ne la confronterait pas avec colère. Ce serait délibéré, stratégique et absolument inflexible parce qu'il ne s'agissait pas de pardon ou d'unité familiale ou de maintien de la paix. Il s'agissait de protéger sa fille, et Kevin ferait tout ce qu'il faudrait. Le lendemain matin était dimanche. Kevin se réveilla tôt, prépara le petit déjeuner et attendit que Leia soit installée devant la télévision avec ses dessins animés avant de monter dans sa voiture et de se rendre chez Donna. Elle vivait dans une petite maison de plein pied sur Birchwood Lane, une structure beige soignée avec des garnitures blanches et une pelouse bien entretenue. Claire avait grandi dans cette maison. Kevin y avait passé d'innombrables dîners pendant leurs années de fréquentation, les vacances, les anniversaires et les dimanches ordinaires. Il s'était assis à cette table de cuisine et avait demandé à Donna la permission d'épouser sa fille. Maintenant, alors qu'il se garait dans l'allée, tout ce qu'il ressentait était une froide détermination. Donna ouvrit la porte vêtue d'un cardigan et de pantoufles, ses cheveux gris tirés en un chignon lâche. Elle sourit quand elle le vit, le même doux sourire de grand-mère qu'elle portait toujours. « Kevin, c'est une surprise. Est-ce que Leia est avec toi? » « Non, dit Kevin. J'ai besoin de te parler. » Quelque chose vacilla dans l'expression de Donna, mais le sourire resta en place. « Bien sûr. Entre. Nous pouvons parler ici, dit Kevin, ne bougeant pas du pas de la porte. Le sourire faiblit légèrement. De quoi s'agit-il? Tu as l'air contrarié. Tu as donné des sédatifs à Leia. Les mots flottaient dans l'air entre eux. L'expression de Donna se figea, ses yeux s'écarquillant juste un peu avant qu'elle ne reprenne son calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Donna. La voix de Kevin était calme, contrôlée. J'ai trouvé le flacon dans son sac à dos. Lorazépam, ta prescription? 22 pilules disparues en 3 semaines. La main de Donna se serra sur le cadre de la porte. Kevin, je pense que tu es confus. J'ai peut-être donné quelques suppléments calmants légers,
quelque chose de naturel, mais... Arrête de mentir. Le tranchant dans sa voix la fit tressaillir. Le doux masque de grand-mère glissa juste un instant, et Kevin vit autre chose en dessous, quelque chose de plus froid. Eh bien, dit Donna, son ton changeant, devenant défensif, Leia a été difficile ces derniers temps. Plus émotive, plus résistante. Tu ne le vois pas toujours parce que tu es au travail. J'essaie juste d'aider à gérer son comportement. Tu devrais être reconnaissant. Kevin la fixa. Tu aurais pu lui faire du mal. Est-ce que tu comprends ça? Tu aurais pu blesser gravement ma fille. Oh, ne sois pas si dramatique, dit Donna, agitant la main avec désinvolture. J'ai élevé 2 enfants. J'ai travaillé dans le secteur de la santé pendant 30 ans. Je sais exactement ce que je fais. Une petite dose d'un sédatif léger n'a rien d'alarmant. Une petite dose. La voix de Kevin s'éleva légèrement avant qu'il ne se reprenne. Elle a 5 ans, Donna. Ce médicament n'est pas approuvé pour les enfants. Le docteur Harding a dit qu'elle aurait pu développer des problèmes respiratoires, des problèmes cognitifs. Le docteur Harding est trop prudent, interrompit Donna. Ces médecins d'aujourd'hui, ils sont tous tellement paranoïaques à propos de tout. À l'époque où je travaillais, nous avions du bon sens à ce sujet. Kevin sentit un étrange détachement s'installer sur lui, comme s'il regardait la conversation de quelque part à l'extérieur de son propre corps. Il étudia le visage de Donna, la tension de sa bouche, l'angle défensif de ses épaules, l'absence totale de culpabilité ou de remords dans ses yeux. Ce n'était pas une grand-mère qui avait fait une erreur. C'était quelqu'un qui croyait n'avoir rien fait de mal. Tu ne dois plus approcher Leia, dit Kevin doucement. L'expression de Donna se durcit. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Pas de visite, pas d'appel téléphonique, pas de contact d'aucune sorte. Tu ne peux pas faire ça, dit Donna, sa voix s'élevant. C'est ma petite fille. J'ai un droit. Tu n'as aucun droit. Kevin la coupa. Tu les as perdus quand tu as décidé de droguer un enfant. Comment oses-tu? Le visage de Donna devint rouge. J'ai été là pour toi depuis la mort de Claire. Je t'ai aidé, soutenu, j'ai fait tout ce que je pouvais pour cette petite fille, et c'est ainsi que tu me remercies. Kevin la regarda longuement, la regarda vraiment derrière l'indignation et le jeu de grand-mère blessée. Il vit quelque chose qu'il avait été trop accablé par le deuil pour remarquer auparavant, une qualité calculatrice, une froideur qui n'avait rien à voir avec la perte ou l'amour. Il se tourna et retourna à sa voiture sans un autre mot. Derrière lui, Donna cria, « Tu fais une erreur, Kevin. Tu as besoin de moi. Tu ne peux pas faire ça seul. » Mais Kevin était déjà sur le siège du conducteur, démarrant le moteur, s'éloignant de la maison où sa femme avait grandi. Il ne se retourna pas. La semaine suivante se déroula dans un calme étrange et tendu. Kevin emmena Leia à l'école lui-même, la récupéra lui-même, réorganisa son emploi du temps de travail pour éliminer tout interstice que Donna pourrait essayer de combler. Il observa attentivement sa fille, notant les changements progressifs. Elle semblait plus alerte, plus énergique. Son professeur mentionna qu'elle avait été plus engagée en classe, plus bavarde lors des activités de groupe. Le médicament quittait son système. Mais Kevin ne pouvait pas se débarrasser des questions qui tournaient sans cesse dans son esprit pendant ces longues soirées après que Leia se soit couchée. Il s'asseyait à la table de la cuisine avec une tasse de café froid, retournant le flacon de prescription dans ses mains, essayant de comprendre, pourquoi Donna ferait-elle cela? La réponse vint d'une source inattendue. Mercredi après-midi, Kevin reçut un appel au travail d'une femme nommée Patricia Klein. Elle se présenta comme technicienne de laboratoire chez MedTech Research, un centre de recherche pharmaceutique privé situé à la périphérie de Pinford. Kevin connaissait vaguement l'endroit. C'était une petite entreprise, menant principalement des essais cliniques et des études à long terme pour de grandes sociétés pharmaceutiques. Monsieur Ward, dit Patricia, sa voix hésitante, je ne suis pas sûr de devoir passer cet appel, mais je pense à quelque chose depuis des semaines, et après ce que j'ai entendu dire, j'ai senti que je devais vous contacter. Qu'avez-vous entendu? Demanda Kevin prudemment. À propos de Donna Alberg, à propos du médicament. Je travaille avec elle parfois. Elle fait du conseil bénévole pour notre centre. Principalement de l'analyse de données, mais Monsieur Ward, il y a quelque chose que vous devriez savoir. La prise de Kevin se resserra sur le téléphone. Continuez. Patricia prit une inspiration. Au cours des 3 derniers mois,
Donna a apporté des documents, des journaux détaillés sur les réactions d'un enfant aux médicaments calmants, aux habitudes de sommeil, aux changements de comportement, aux réponses cognitives. Nous payons les participants pour des données d'observation à long terme, en particulier pour les médicaments où nous suivons les schémas d'utilisation prolongés. Ce sont généralement des volontaires adultes qui signent des formulaires de consentement, mais Donna affirmait avoir l'autorisation complète. Le bureau sembla basculer autour de Kevin. « Qu'est-ce que tu dis ?» « Je dis, » répondit Patricia doucement, que Donna était payée pour documenter la réponse d'un enfant à un médicament sédatif. Elle nous a dit qu'elle avait la permission des parents. Elle a soumis des formulaires avec des signatures. Nous avons supposé que tout était légitime. La vision de Kevin se rétrécit en un seul point. Elle recueillait des données sur ma fille. Je ne peux pas prouver que c'était spécifiquement votre fille, mais le calendrier correspond. Et quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, de la découverte du médicament, j'ai réalisé. La voix de Patricia se brisa légèrement. Monsieur Ward, je suis tellement désolé. J'aurais dû remettre cela en question plus attentivement, mais Donna semblait si professionnelle, si compétente. Elle apportait ses rapports détaillés, des notes sur la posologie, le calendrier et les observations comportementales. Nous payons $500 par mois pour des ensembles de données complets. $500 par mois. Kevin posa le téléphone sur son bureau et pressa ses paumes contre ses yeux. Les pièces se mirent en place avec une clarté horrible. Il ne s'agissait pas d'aider Leia à être calme. Il ne s'agissait pas de gérer un comportement difficile. Il ne s'agissait même pas d'une inquiétude grand-maternelle mal avisée. Donna utilisait sa fille comme sujet de recherche. Elle droguait un enfant de 5 ans et documentait les effets pour de l'argent. Monsieur Ward. La voix de Patricia sortit du haut-parleur du téléphone. Êtes-vous toujours là? Kevin prit le récepteur. Sa voix sortit stable, presque calme. J'ai besoin que vous enregistriez chaque document que vous avez, chaque journal, chaque relevé de paiement, chaque formulaire que Donna a soumis. Pouvez-vous faire cela? Oui, dit Patricia immédiatement. Oui, je peux. Et j'ai besoin que vous écriviez exactement ce que vous venez de me dire, les dates, les montants, tout. Je le ferai. Monsieur Ward, je suis vraiment désolé. Si j'avais su. Vous ne saviez pas, dit Kevin, mais vous savez maintenant, et vous faites la bonne chose en me le disant. Après avoir raccroché, Kevin resta immobile à son bureau pendant plusieurs minutes. Autour de lui, ses collègues tapaient et mélangeaient des papiers et discutaient des réglementations de zonage et des permis de construire, un travail normal, des préoccupations normales, des vies normales. Son monde venait de changer sur son axe. Donna n'avait pas franchi une ligne par ignorance ou par chagrin ou même par inquiétude mal avisée. Elle l'avait fait délibérément, systématiquement, à des fins lucratives. Elle avait regardé sa petite fille et avait vu des signes de dollars. Kevin se leva, prit sa veste et se dirigea vers le bureau de son superviseur. J'ai besoin de prendre le reste de la journée. Urgence familiale. À 17h, il était assis de nouveau en face du docteur Harding, cette fois sans Leia. Le médecin écouta l'explication de Kevin sur l'appel de Patricia, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque phrase. Cela change tout, dit le docteur Harding quand Kevin eut fini. Il ne s'agit pas seulement d'une utilisation inappropriée de médicaments. Il s'agit d'une recherche sur des sujets humains sans consentement, approbation ou supervision appropriée, et en utilisant un enfant. Il secoua la tête. Kevin, vous devez impliquer les forces de l'ordre. Je sais, dit Kevin, mais j'ai besoin de documentation d'abord. Des preuves. J'ai besoin que ce soit hermétique. Le docteur Harding sortit un dossier. J'ai terminé mon rapport officiel sur l'état de Leia et l'utilisation inappropriée de médicaments. Cela inclut mon opinion professionnelle que le médicament a posé de graves risques pour sa santé et son développement. Je vais soumettre cela au service de protection de l'enfance, mais vous devriez également en apporter une copie à la police. Kevin prit le dossier. Merci. Il y a autre chose, ajouta le docteur Harding. Si ce que cette femme de MedTech a dit est vrai, si Donna a falsifié des documents prétendant avoir l'autorisation parentale, c'est de la fraude. C'est de la falsification, combinée aux accusations de mise en danger d'un enfant. Elle risque de lourdes peines pénales. Kevin hocha la tête lentement. Il ne ressentit aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, seulement une certitude froide et résolue quant à ce qui devait se passer ensuite.
Je vais m'assurer qu'elle rende des comptes, dit Kevin. Pour tout. Bien, répondit le docteur Harding. Votre fille mérite cela. Ils le méritent tous. Au cours de la semaine suivante, Kevin se déplaça avec une précision tranquille. Il ne confronta plus Donna. Il ne la prévint pas de ce qui allait arriver. Il se contenta de rassembler les preuves pièce par pièce, construisant un dossier indéniable. Patricia fournit des copies de chaque document que Donna avait soumis à MedTech Research. Les journaux étaient accablants, des observations détaillées des réponses du sujet aux médicaments, avec des dates, des heures, des posologies et des notes comportementales. L'écriture était clinique, détachée, traitant Leia non pas comme un enfant mais comme un point de données. Le sujet a présenté une somnolence accrue dans les 45 minutes suivant une dose de 1 mg. Niveau d'activité réduit observé. La conformité aux instructions s'est nettement améliorée. Deuxième dose administrée le même jour en raison d'un comportement résistant. Le sujet est devenu visiblement léthargique. Début du sommeil dans les 2 heures. Semaine 3, le sujet montre un schéma de réponse cohérent. Effets indésirables minimes notés. La documentation continue et recommandée. Kevin lut chaque entrée, la mâchoire serrée, combattant la rage qui menaçait de submerger sa planification minutieuse. Il trouva plus de preuves dans des endroits inattendus. En ramassant certains des effets personnels de Leia qu'elle avait laissés chez Donna, une manœuvre calculée, utilisant la veste oubliée de Leia comme excuse pour entrer dans la maison, il réussit à photographier un petit cahier dans le bureau de Donna. Le cahier contenait des notes manuscrites correspondant aux journaux soumis à MedTech, ainsi que des calculs des revenus mensuels et des rappels concernant les délais de soumission des données. Il y avait même un message vocal enregistré sur le téléphone de Donna. Kevin l'avait convaincu de le laisser utiliser son téléphone pour appeler le sien, car sa batterie était déchargée. Elle y avait laissé un rappel, revenu supplémentaire déposé. Terminer le rapport hebdomadaire sur les habitudes de sommeil de elle. Prochaine soumission du vendredi. Revenu supplémentaire. C'était ce que sa fille avait été pour sa grand-mère, un revenu supplémentaire. Lorsque Kevin entra finalement dans le commissariat de police de Pinner, il portait un dossier de 7,5 cm d'épaisseur. Le détective James Rivera, un homme trapu dans la quarantaine avec des yeux doux et une réputation de minutie, écouta l'explication de Kevin sans interruption. Puis il étala le contenu du dossier sur son bureau, le rapport médical du docteur Harding, la déclaration écrite de Patricia, des copies des registres, des photographies des notes de Donna, le flacon de médicaments sur ordonnance, les dossiers de MedTech, son échéancier de paiement. Le détective Rivera étudia chaque document attentivement. Quand il leva finalement les yeux, son expression était dure. « Monsieur Ward, je vais être très clair avec vous. Ce que vous avez décrit et ce que ces preuves appuient constituent de multiples crimes graves, mise en danger d'enfants, administration de médicaments sans autorisation, fraude, contrefaçon. Si elle a signé des documents se faisant passer pour la tutrice de votre fille, c'est un crime. Et si elle menait des recherches non autorisées sur une mineure? » Il secoua la tête. « Nous allons devoir interroger toutes les personnes impliquées. La femme de MedTech, le médecin de votre fille, peut-être même votre fille elle-même, bien que nous le ferons très prudemment compte tenu de son âge. Tout ce dont vous avez besoin, dit Kevin. Je veux qu'elle soit poursuivie dans toute la mesure du possible. » Le détective Rivera hocha la tête. « Je vais être honnête avec vous. Les affaires comme celle-ci, elles sont délicates, dynamiques familiales, grands-parents affirmant avoir de bonnes intentions, avocats de la défense arguant d'une mauvaise communication. Mais ces preuves, il tapota le dossier, c'est substantiel, surtout les documents d'autorisation contrefaits. Ça va être très difficile pour elle de l'expliquer. Quand allez-vous l'arrêter, demanda Kevin. Je dois d'abord consulter le bureau du procureur. Obtenir un mandat d'arrêt. Compte tenu des preuves, je m'attends à ce que cela se produise dans les 48 heures. Le détective Rivera fit une pause. Monsieur Ward, je dois vous demander, Madame Alberg sait-elle que vous avez découvert tout cela? Y a-t-il une chance qu'elle puisse détruire des preuves ou fuir? Elle sait que j'ai trouvé les pilules, dit Kevin. Elle sait que je lui ai dit de rester à l'écart de Leia, mais elle ne sait rien du reste. Elle ne sait pas que j'ai rassemblé des documents ni que je suis au courant du programme de recherche. Bien. Restons là. L'arrestation eut lieu mardi matin. Kevin n'en fut pas témoin. Le détective Rivera lui conseilla de rester à l'écart, de maintenir une distance, d'éviter tout ce qui pourrait compliquer l'affaire.
Mais les voisins ont rapporté ce qui s'est passé, et la nouvelle s'est répandue à Pinford en quelques heures. 2 agents sont arrivés au domicile de Donna à 7h30 du matin. Elle a répondu à la porte en robe de chambre, d'abord confuse, puis de plus en plus agitée lorsqu'ils ont expliqué le mandat. Elle a essayé de discuter, insistant sur le fait qu'il y avait une erreur, un malentendu, exigeant de parler à son avocat. Mais les agents étaient professionnels, fermes, inflexibles. Ils ont placé les menottes à ses poignets alors qu'elle se tenait dans sa propre porte, protestant toujours. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Tout cela est la faute de Kevin. Il a essayé de monter tout le monde contre moi. Madame, dit doucement l'un des agents, vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère d'exercer ce droit. Mais Donna ne pouvait pas s'arrêter de parler, ne pouvait pas s'arrêter de se justifier, d'expliquer, de minimiser. Ce n'est que de la collecte de données. Tout le monde participe à la recherche médicale. C'est parfaitement légal. J'avais la permission. De qui, madame? De son père. J'avais l'autorisation. Nous avons des copies des documents que vous avez soumis, madame Alberg. La signature ne correspond pas à la signature de monsieur Ward au dossier. Cela sembla finalement la faire taire. Ils l'ont conduite à la prison du comté, l'ont enregistrée, l'ont photographiée, ont pris ses empreintes digitales, ont fixé sa caution à 50 000 $. Kevin a entendu tout cela du détective Rivera plus tard ce jour-là. Il était assis dans son salon après avoir récupéré Leia à la maternelle, tenant le téléphone à son oreille, écoutant les détails avec un étrange sentiment de détachement. Elle prétend ignorer, a déclaré le détective Rivera, dit qu'elle pensait que les formulaires étaient légitimes, qu'elle avait mal compris les exigences d'autorisation, qu'elle essayait seulement d'aider sa fille. Son avocat travaille déjà sur une défense de bonnes intentions et de malentendus de procédure. Est-ce que ça marchera? Demanda Kevin. Pas avec ces preuves, répondit le détective Rivera. La signature contrefaite, les journaux détaillés, les paiements, les calculs du cahier, tout cela indique un comportement délibéré et systématique. Ce n'était pas une erreur. C'était prévu. Que se passe-t-il ensuite? Audience de mise en accusation dans 2 semaines. Elle plaidera formellement. Compte tenu des accusations et des preuves, le procureur est confiant que nous obtiendrons un acte d'accusation. Après cela passe en procès à moins qu'elle n'accepte une entente de plaidoyer. Et si elle va en procès, alors nous présentons toutes les preuves, tous les témoins. Et, monsieur Ward, la voix du détective Rivera s'adoucit légèrement, vous pourriez être appelé à témoigner. Votre fille pourrait aussi, bien que nous essaierons de l'éviter si possible. Kevin regarda à travers la pièce où Leia était assise sur le canapé, coloriant dans son livre préféré, fredonnant doucement pour elle-même. Elle semblait plus brillante maintenant, plus présente, plus elle-même. La léthargie brumeuse qui avait caractérisé les derniers mois avait disparu. Quoi qu'il faille, dit Kevin. Je ferai tout ce qu'il faut. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Donna apportèrent un nouveau rythme étrange à la vie de Kevin. Il continua à travailler, à emmener Leia à l'école, à maintenir les routines qui donnaient à leur journée structure et sécurité. Mais sous la surface ordinaire, il ressentait le poids constant de ce qui allait arriver, le processus juridique avançant, tirant le traumatisme privé de sa famille dans la vue du public. Leia a posé des questions sur sa grand-mère une seule fois. Il dînait, des spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré de Leia, quand elle leva les yeux de ses nouilles tournoyantes sur sa fourchette et dit « Papa, est-ce que grand-maman est malade ?» Kevin posa sa propre fourchette avec précaution. « Pourquoi tu demandes ça, ma chérie ?»« Parce qu'elle n'est pas venue nous voir. Et d'habitude, quand les gens ne viennent pas nous voir, c'est parce qu'ils sont malades. Comme quand maman était à l'hôpital. » Kevin sentit sa gorge se serrer. Leia avait 3 ans quand Claire est décédée, et ses souvenirs de cette époque étaient fragmentés, confus. Elle se souvenait de l'hôpital, des conversations à voix basse, des adultes qui pleuraient. Elle avait posé des questions sur maman tous les jours pendant des mois après, et Kevin avait répondu aussi honnêtement qu'il le pouvait sans l'écraser avec tout le poids de la mort. Maintenant, il choisit ses mots avec la même précision minutieuse. « Grand-maman n'est pas malade, dit-il doucement. Mais elle a fait des erreurs. Elle a fait des choses qui n'étaient pas sûres, des choses qui auraient pu te blesser. Alors, elle ne viendra pas nous voir pendant un certain temps, peut-être pendant longtemps. » Leia considéra cela, son jeune visage sérieux. « Est-ce à cause des pilules ?»
La poitrine de Kevin lui faisait mal. Oui, bébé. C'est à cause des pilules. D'accord, dit simplement Leia. Puis elle retourna à ses spaghettis, apparemment satisfaite de l'explication. Les enfants, pensa Kevin, avaient une capacité remarquable à accepter la vérité quand elle leur était donnée clairement. Ce sont les adultes qui compliquaient les choses, qui superposaient des justifications et des excuses et des rationalisations jusqu'à ce que la vérité devienne méconnaissable. L'enquête s'est étendue de manière que Kevin n'avait pas anticipé. La recherche de MedTech a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du Conseil médical de l'État. Les enquêteurs ont découvert que les protocoles de l'entreprise pour le recrutement des participants et la vérification des autorisations étaient dangereusement laxistes. Le témoignage de Patricia a révélé que Donna soumettait des données depuis des mois avant que quiconque ne remette en question la légitimité des formulaires de consentement. Le directeur de l'établissement, le Dr Nathan Price, a insisté sur le fait qu'il faisait confiance aux qualifications et à l'expérience de Donna, qu'elle était une consultante précieuse depuis des années. Mais sous l'examen, la confiance du Dr Price s'est effondrée. Il est devenu clair que MedTech avait coupé les coins ronds, acceptant des participants sans vérification appropriée, payant pour des données sans surveillance adéquate. La licence de l'établissement a été suspendue en attendant un examen complet. Kevin a appris ces détails du détective Rivera, qui appelait régulièrement pour donner des nouvelles. Le détective était devenu une sorte d'allié, son comportement professionnel cédant parfois la place à une véritable inquiétude pour le bien-être de Leia. Le procureur veut vous rencontrer, a déclaré le détective Rivera lors d'un de ses appels. Son nom est Amanda Cross. Elle s'occupe de l'affaire personnellement en raison de la composante de mise en danger d'enfants. Elle est très bonne, Monsieur Ward. Très minutieuse. Kevin rencontra Amanda Cross un après-midi gris de jeudi dans son bureau au palais de justice du comté. C'était une femme dans la mi-quarantaine avec des yeux perçants et une manière pragmatique que Kevin apprécia immédiatement. Monsieur Ward, dit-elle, lui serrant fermement la main, merci d'être venu. J'ai examiné toutes les preuves que le détective Rivera a recueillies, et je veux que vous compreniez que nous prenons cette affaire très au sérieux. Ce qui est arrivé à votre fille était une violation de confiance, de la décence humaine fondamentale et de multiples lois. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table de conférence couverte de documents. Amanda étala plusieurs dossiers, les organisant avec une efficacité pratique. Je dois vous expliquer ce dont nous l'accusons, continua Amanda. Premièrement, la mise en danger d'enfants. C'est un crime dans cet état compte tenu du potentiel de préjudice grave. Deuxièmement, l'administration de médicaments sur ordonnance sans autorisation. Troisièmement, la fraude. Elle a accepté un paiement pour la participation à la recherche sous de faux prétextes. Quatrièmement, la contrefaçon. Elle a signé son nom sur les documents d'autorisation, et cinquièmement, la conduite de recherche non autorisée sur des sujets humains sur une mineure. Kevin écouta, les mains croisées sur la table devant lui, son expression neutre. L'avocat de la défense, dit Amanda, prépare déjà sa stratégie. Ils vont faire valoir que Madame Alberg croyait qu'elle aidait sa fille, qu'elle avait mal compris les exigences d'autorisation, que les médicaments n'étaient pas réellement nocifs. Ils la dépeindront comme une grand-mère inquiète qui a commis une erreur de jugement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, dit doucement Kevin. Non, convint Amanda. Ce n'est pas le cas. Et nous avons les preuves pour le prouver, les journaux détaillés, les registres de paiement, les calculs dans son cahier personnel. Tout cela démontre la préméditation et l'intention. Mais je dois vous faire comprendre que cela va être difficile. Les jurys n'aiment pas condamner les grands-mères. Ils veulent croire aux bonnes intentions. Nous devrons être très clairs, très précis et très convaincants. Qu'avez-vous besoin de moi? Votre témoignage sera crucial. Vous devrez décrire votre relation avec Madame Alberg, l'accès qu'elle avait à votre fille, comment vous avez découvert les médicaments. Je devrais également vous préparer à des questions difficiles. La défense essaiera de suggérer que vous êtes vindicatif, que vous réagissez de manière excessive en raison d'un deuil non résolu concernant la mort de votre femme. La mâchoire de Kevin se crispa. Qu'ils essaient. Amanda l'étudia pendant un moment. Monsieur Ward, je vois que vous êtes en colère. C'est compréhensible. Mais lorsque vous témoignez, j'ai besoin que vous soyez calme, mesuré, factuel. La colère peut être perçue comme de l'instabilité. J'ai besoin que le jury vous voie comme un père protecteur qui a pris des décisions rationnelles pour protéger son enfant. Je peux faire ça, dit Kevin. Bien.
Amanda sortit un autre dossier. Maintenant, il y a autre chose que vous devriez savoir. L'avocat de Madame Alberg nous a approchés au sujet d'une entente de plaidoyer. L'attention de Kevin s'aiguisa. Quel genre d'entente? Ils offrent de plaider coupable à l'accusation de médicaments en échange de l'abandon des autres chefs d'accusation. Elle purgerait 18 mois, peut-être moins avec une bonne conduite. La pièce était très silencieuse. Kevin pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de sa tête, le son lointain des voix dans le couloir à l'extérieur. Non, dit-il. Amanda haussa un sourcil. Monsieur Ward, je comprends vos sentiments, mais 18 mois de prison réelle n'est pas insignifiant. Non, répéta Kevin. Sa voix était calme, stable, mais absolument certaine. Elle n'obtient pas d'entente de plaidoyer. Elle n'échappe pas à la responsabilité. Elle a mis ma fille en danger pour de l'argent. Elle a falsifié des documents juridiques. Elle a traité un enfant comme un animal de recherche. Je veux que toutes les accusations soient poursuivies. Je veux un procès. Amanda maintint son regard pendant un long moment. Puis elle hocha la tête lentement. Très bien. J'informerai la défense que nous rejetons l'offre de plaidoyer. Merci. Alors que Kevin se levait pour partir, Amanda dit doucement, Monsieur Ward, la plupart des gens à votre place accepteraient le plaidoyer. Ils voudraient la certitude, la clôture, éviter le stress d'un procès. Mais je respecte votre décision, et je vous promets que nous nous assurons que le jury comprenne exactement ce qu'elle a fait. Le procès était prévu pour fin avril, 4 mois après l'arrestation de Donna. Dans l'intervalle, Kevin s'est concentré sur la reconstruction du sentiment de sécurité et de normalité de Leia. Ils ont établi de nouvelles routines, de nouvelles traditions, des soirées cinéma tous les vendredis avec du popcorn et son choix de films, des randonnées le week-end au parc national où Leia adorait identifier les oiseaux et ramasser des roches intéressantes, des histoires au coucher que Kevin inventait lui-même mettant en scène une héroïne courageuse qui résolvait des mystères et aidait les gens. Leia s'épanouit. Son professeur a signalé qu'elle faisait d'excellents travaux en classe, se faisant des amis, participant avec enthousiasme aux activités. Les ombres qui avaient caractérisé ces mois de drogue avaient disparu. Mais Kevin est resté vigilant. Il gardait le flacon de médicaments sur ordonnance dans une boîte verrouillée dans sa chambre des preuves conservées pour le procès. Il tenait des registres détaillés du rétablissement de Leia, habitudes de sommeil, niveau d'énergie, observation comportementale. Il a tout documenté, créant un contraste frappant entre l'enfant brumeux et léthargique que Donna avait créé et la fille brillante et énergique qui avait émergé. Un soir, Kevin a reçu une visite inattendue. Il a répondu au coup à sa porte pour trouver un homme dans la soixantaine, grand et mince, avec des traits usés et des yeux incertains. Monsieur Ward, je m'appelle Paul Alberg. J'étais marié à Donna. Kevin savait qui il était, le père de Claire, l'autre grand-père de Leia. L'homme était parti quand Claire avait 12 ans, divorçant de Donna et déménageant en Oregon. Kevin ne l'avait rencontré que 2 fois, au mariage et aux funérailles de Claire. Que voulez-vous, demanda Kevin, pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. Paul se déplaça inconfortablement. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé de l'arrestation. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je voulais. J'avais besoin de vous dire quelque chose. Kevin l'étudia pendant un moment, puis s'écarta. Entrez. Ils s'assirent dans le salon, Leia déjà endormie dans sa chambre. Paul refusa l'offre de café, assis au bord du canapé avec les mains jointes entre ses genoux. J'ai quitté Donna il y a 23 ans, commença Paul, parce que j'ai réalisé qu'elle n'était pas celle que je pensais qu'elle était. Quand Claire était jeune, peut-être 7 ou 8 ans, Donna a commencé à la rendre malade. Kevin sentit son sang se glacer. Quoi? Pas ouvertement. Pas dramatiquement, juste de petites choses, lui donnant des médicaments quand elle n'en avait pas besoin, la gardant à la maison de l'école avec des maladies vagues, l'emmenant chez médecin après médecin, cherchant des diagnostics. Je ne comprenais pas ce qui se passait au début. Je pensais que Donna était juste surprotectrice, trop inquiète. La voix de Paul était lourde de vieux regrets. Puis je l'ai surprise en train de donner à Claire des médicaments qui m'avaient été prescrits, quelque chose pour mes douleurs dorsales. Elle les donnait à Claire et disait au médecin que Claire avait un inconfort inexpliqué. Les mains de Kevin se serrèrent sur l'accoudoir de sa chaise. Je l'ai confrontée, continua Paul, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, et elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable, a dit qu'elle documentait les symptômes de Claire pour la recherche médicale,
que les médecins avaient besoin de données à long terme, qu'elle était payée pour des journaux de santé détaillés. Il rit amèrement. J'ai pris Claire et je suis parti, j'ai demandé le divorce, j'ai lutté comme un diable pour la garde, mais Donna était intelligente. Elle avait une bonne réputation dans la communauté médicale, de nombreuses relations professionnelles. Le tribunal lui a accordé la garde principale, et je n'ai obtenu que des visites estivales. Pourquoi n'avez-vous rien dit à personne, demanda Kevin, sa voix serrée. Je l'ai fait. J'ai parlé à des avocats, des travailleurs sociaux, tous ceux qui voulaient bien écouter, mais je n'avais aucune preuve, juste des soupçons et des inquiétudes, et Donna était très bonne pour jouer la victime, pour me dépeindre comme un ex-mari instable, faisant des accusations par dépit. Paul rencontra le regard de Kevin. Quand Claire a choisi de rester avec Donna après avoir eu 16 ans, quand elle m'a fermé la porte de sa vie, j'ai pensé que Donna l'avait empoisonnée contre moi. J'ai essayé de la prévenir quand elle est tombée enceinte de Leia, j'ai essayé de lui dire de faire attention, de surveiller les signes, mais Claire ne voulait rien entendre. Elle pensait que j'étais amer à cause du divorce. Kevin se rassit sur sa chaise, traitant cette information. Claire n'a jamais rien mentionné de tout cela. Elle ne se souvenait probablement pas de la plupart. Donna s'est arrêtée après mon départ, a cessé de la rendre malade. Claire se souvenait juste que je l'avais abandonnée, que sa mère avait été là. La voix de Paul se brisa. Et maintenant, Donna a fait la même chose à ma petite fille. L'histoire se répète. Et cette fois, quelqu'un l'a réellement arrêté. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Je témoigne au procès, dit finalement Paul. Le procureur m'a contacté. Je vais tout leur dire, même si c'est vieux, même si je n'ai pas de preuves. Peut-être que cela aidera à montrer un modèle. Peut-être que le jury comprendra que ce n'était pas une erreur ponctuelle. Merci, dit doucement Kevin. Ne me remerciez pas. J'aurais dû faire plus il y a des années, j'aurais dû me battre plus fort. Peut-être que si je l'avais fait, Claire aurait vu la vérité. Peut-être qu'elle serait encore. Paul s'interrompit, incapable de terminer la phrase. Kevin le conduisit à la porte. Avant de partir, Paul se retourna. Vous faites ce qu'il faut, M. Ward. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Cette petite fille a besoin de quelqu'un qui soit prêt à la protéger, quelqu'un qui ne fera pas de compromis ou ne reculera pas, je ne le ferai pas, dit Kevin. Je vous le promets. À l'approche de la date du procès, Kevin a reçu un appel d'une enquêtrice travaillant pour l'accusation. Son nom était Sophie Turner, et elle était spécialisée dans les affaires impliquant la fraude médicale et la protection de l'enfance. Monsieur Ward, dit Sophie, j'ai creusé dans les antécédents de Madame Alberg, et j'ai trouvé des informations intéressantes. Elle a été licenciée de 3 établissements de santé différents au cours de sa carrière. Kevin se pencha en avant. Licenciée pourquoi? Les dossiers officiels sont vagues, violation de protocole, procédures non autorisées, préoccupations concernant la confidentialité des patients. Mais j'ai parlé à d'anciens collègues hors de l'enregistrement. L'un d'eux m'a dit que Donna avait l'habitude de mener des observations non officielles sur des patients sans consentement approprié. Elle documentait leurs réponses aux médicaments, suivait leurs symptômes, compilait des données. Parfois, elle ajustait les doses sans autorisation, affirmant qu'elle optimisait le traitement. Pourquoi n'a-t-elle pas été signalée au conseil médical? Elle l'a été, 2 fois. Mais les plaintes étaient difficiles à étayer. Elle affirmait qu'elle suivait les protocoles de soins standards, que les patients avaient donné leur consentement verbal, que la documentation était à des fins d'amélioration de la qualité. Les établissements réglaient à l'amiable avec les familles mécontentes, la licenciaient discrètement, et c'était la fin de l'histoire. Donc, elle fait ça depuis des années? Il semble que oui. Et d'après ce que je vois, elle est devenue plus prudente avec le temps, plus subtile, utilisant ses propres membres de sa famille là où les questions de consentement étaient plus floues, où elle pouvait prétendre qu'elle agissait en tant que parente inquiète plutôt qu'en tant que professionnelle de la santé. Une rage froide envahit Kevin. Ce n'était pas un incident isolé. C'était ce qu'était Donna, quelqu'un qui voyait les gens comme des objets, comme des sources de données, comme des moyens pour une fin. Est-ce que ce sera admissible au tribunal? Demanda Kevin. Le procureur fait valoir que cela établit un modèle de comportement, une preuve d'intention. La défense essaiera de l'exclure comme préjudiciable, mais le juge Thompson est assez strict quant à l'autorisation d'informations générales pertinentes. Je pense que nous avons de bonnes chances. Quand Kevin raccrocha le téléphone,
il resta assis pendant longtemps à regarder dans le vide. Claire avait grandi avec cette femme, avait été élevée par quelqu'un capable de traiter les enfants comme des sujets de recherche. Kevin se demanda quelle part de la tristesse silencieuse de Claire, de ses humeurs parfois renfermées, avait été façonnée par le fait d'avoir grandi dans cet environnement. Il se demanda quelle cicatrice elle avait portée qu'il n'avait jamais complètement comprise. Et il ressentit une gratitude profonde et féroce que Leia n'ait jamais à se le demander parce qu'il allait s'assurer absolument que Donna Alberg fasse face à toutes les conséquences de ses actions. La salle d'audience était plus petite que Kevin ne l'avait imaginé, presque intime dans ses dimensions, murs lambrissés de bois, éclairage fluorescent, rangées de bancs pour les spectateurs. Il s'assit derrière la table de l'accusation avec le hibou en peluche de Leia dans la poche de sa veste, un petit rappel de ce pourquoi il se battait. La sélection du jury avait pris 2 jours. Le panel final était composé de 7 femmes et de 5 hommes, âgés de la fin de la vingtaine au début de la soixantaine-dizaine. Kevin les regarda attentivement pendant les déclarations liminaires, essayant de lire leurs expressions, leur langage corporel, leurs réactions aux preuves présentées. Amanda Cross se tenait devant eux, sa voix claire et mesurée. « Mesdames et messieurs du jury, cette affaire concerne la confiance, le lien sacré entre une grand-mère et une petite fille, ce qui se passe lorsque cette confiance est violée de la manière la plus fondamentale possible. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. Donna Alberg n'a pas commis d'erreur. Elle n'a pas eu de perte de jugement. Elle a pris une décision calculée et délibérée d'utiliser sa propre petite-fille comme participante involontaire à la recherche médicale, administrant des médicaments sur ordonnance sans consentement ni autorisation, documentant les effets et acceptant un paiement pour les données qu'elle a recueillies. Elle a transformé une enfant de 5 ans en une source de revenus. L'avocat de la défense, un homme nommé Robert Shinn, a essayé une approche différente. Il a dépeint Donna comme une grand-mère confuse, une travailleuse de la santé à la retraite qui avait mal compris les protocoles modernes, qui avait essayé d'aider un enfant difficile en utilisant des méthodes qui avaient été acceptables au cours de sa carrière. « Ma cliente n'est pas un monstre », dit Shinn avec ferveur. C'est une grand-mère qui aimait sa petite-fille, qui est intervenue pour aider après la mort tragique de sa fille, qui a utilisé ses connaissances médicales pour répondre à des préoccupations comportementales. A-t-elle commis des erreurs? Oui. A-t-elle mal compris les exigences d'autorisation pour le programme de recherche? Oui. Mais l'intention criminelle, le préjudice délibéré, ce sont des choses très différentes. Kevin écouta sans expression. Le procès s'est déroulé sur une période de 3 semaines. Le docteur Harding a témoigné en premier, expliquant en détail clinique les dangers de donner du lorazépam à un enfant de 5 ans. Il a décrit les symptômes de Leia lorsqu'elle avait été amenée aux soins urgents, les risques potentiels auxquels elle avait été confrontée, les préoccupations développementales qui auraient pu résulter d'une exposition continue. À mon avis professionnel, a déclaré clairement le docteur Harding, l'administration de ce médicament à un enfant de l'âge de Leia constituait une menace sérieuse pour sa santé et son bien-être. La dose, la fréquence, le manque de supervision médicale, tout cela était profondément inapproprié. Patricia Klein a témoigné ensuite, nerveusement mais honnêtement. Elle a apporté les journaux, les relevés de paiement, la documentation des soumissions de données. Elle a expliqué le programme de recherche de MedTech, les exigences de consentement, l'hypothèse selon laquelle Donna avait l'autorisation appropriée. Elle semblait si professionnelle, a déclaré Patricia, si compétente. Elle apportait ses rapports détaillés, parfaitement formatés, clairement rédigés. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Avez-vous déjà vérifié qu'elle avait l'autorisation parentale, a demandé Amanda. La voix de Patricia a baissé. Non, nous avons accepté les formulaires qu'elle a soumis. Nous n'avons pas vérifié les signatures. Les documents d'autorisation falsifiés ont été versés au débat. Un expert en écriture a témoigné que la signature ne correspondait pas à la signature vérifiée de Kevin, que la pression d'écriture et la formation des lettres étaient distinctement différentes. Paul Alberg a témoigné de ses expériences avec Donna des années plus tôt, de ses soupçons concernant les maladies infantiles de Claire, du modèle de comportement qu'il avait observé. La défense s'est opposée à plusieurs reprises, arguant que des événements d'il y a des décennies n'étaient pas pertinents par rapport aux accusations actuelles, mais le juge Thompson a autorisé le témoignage à titre d'information générale. J'essaie de prévenir les gens, a déclaré Paul, la voix pleine de regret. Mais je ne pouvais rien prouver à l'époque. Peut-être que maintenant, avec ces preuves, les gens comprendront enfin ce qu'elle est. Puis ce fut le tour de Kevin. Il s'est dirigé vers la barre des témoins d'un pas ferme, a posé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité,
s'est assis et a fait face à la salle d'audience, le jury, le juge, Donna, assise à la table de la défense, les mains croisées et son expression soigneusement neutre. Amanda lui a demandé de décrire sa relation avec Donna, l'accès qu'elle avait eu à Leia, la découverte du médicament. Kevin a parlé calmement, factuellement, sans embellissement ni effet dramatique. Il a décrit avoir trouvé le flacon de pilule, l'explication de Leia sur les effets du médicament, le trajet jusqu'aux soins d'urgence. Il a décrit sa confrontation avec Donna, ses réponses défensives, son absence totale de remords. Quand je lui ai dit qu'elle aurait pu nuire à ma fille, a déclaré Kevin, d'une voix égale, elle m'a dit que j'étais dramatique. Elle a dit qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle a dit que je devrais être reconnaissant. Madame Alberg s'est-elle jamais excusée, a demandé Amanda. Non, pas une seule fois. A-t-elle jamais exprimé son inquiétude pour le bien-être de Leia? Non, seulement de l'inquiétude d'être accusée d'actes répréhensibles. Sean l'a contre-interrogé avec soin, essayant de suggérer que Kevin réagissait de manière excessive, que son chagrin face à la mort de sa femme l'avait rendu paranoïaque, qu'il avait mal interprété les intentions de Donna. N'est-il pas vrai, M. Ward, que mademoiselle Alberg a fourni une aide importante après la mort de votre femme? Qu'elle était solidaire, impliquée, attentionnée? Elle était impliquée, a convenu Kevin. Mais il s'avère qu'elle utilisait cette implication pour accéder à ma fille à des fins de recherche. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est ma réponse. Shane a changé de tactique. Vous étiez en colère contre mademoiselle Alberg, n'est-ce pas? En colère qu'elle ait remis en question votre rôle parental? En colère qu'elle ait offert des conseils? J'étais parfois frustré, oui, mais je n'étais pas assez en colère pour inventer des accusations criminelles contre elle. Mais vous avez coupé tout contact immédiatement sans lui donner la chance de s'expliquer. Kevin a rencontré le regard de Chin avec fermeté. Pourquoi? J'ai découvert qu'elle droguait ma fille de 5 ans. Oui, j'ai coupé le contact. C'est ce que tout parent raisonnable ferait. Le contre-interrogatoire a duré plus d'1 heure, mais Kevin est resté calme, cohérent, inébranlable. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il n'a pas exagéré ni dramatisé. Il a simplement dit la vérité. Lorsqu'il a finalement quitté la barre des témoins, Amanda lui a fait un petit signe de tête approbateur. Donna a témoigné pour sa propre défense. Elle était assise dans la boîte des témoins vêtue d'une robe bleu marine conservatrice, ses cheveux soigneusement coiffés, son expression soigneusement arrangée en une dignité blessée. Sean l'a guidée à travers sa version des événements, elle avait été une grand-mère dévouée. Elle était intervenue pour aider après la mort de Claire. Elle était préoccupée par les problèmes de comportement de Leia. Elle a consulté ses connaissances médicales et a fourni ce qu'elle croyait être une intervention appropriée. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal, a déclaré Donna, sa voix tremblant légèrement. J'aime Leia. Tout ce que j'ai fait était par souci de son bien-être. Pouvez-vous expliquer la participation au programme de recherche, a demandé Shane. Je suis bénévole chez MedTech depuis des années, a déclaré Donna. Il recherchait des données d'observation à long terme sur les schémas de comportement infantile. Je pensais que j'aidais à faire progresser la science médicale tout en gérant les difficultés de Leia. Je croyais avoir l'autorisation. Avez-vous falsifié la signature de Monsieur Ward sur les formulaires de consentement? Donna a hésité. Je pensais avoir une autorisation verbale. Quand il m'a demandé de l'aider avec Leia, j'ai interprété cela comme une large autorisation. J'ai peut-être fait une erreur dans la façon dont j'ai documenté cela, mais ce n'était pas une fraude délibérée. Shane a hoché la tête avec sympathie. Vous dites donc qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une incompréhension des exigences? Oui, a déclaré Donna. Exactement. Le contre-interrogatoire d'Amanda a été chirurgical. Mademoiselle Alberg, vous avez témoigné que vous aviez une autorisation verbale de Monsieur Ward. Quand exactement vous a-t-il donné cette autorisation? Donna a vacillé. Eh bien, c'était implicite. Il m'a demandé d'aider à prendre soin de Leia. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quand vous a-t-il spécifiquement donné la permission d'administrer des médicaments sur ordonnance à sa fille? Il ne l'a pas dit avec ces mots exacts. Donc, il ne vous a jamais explicitement donné la permission? Non. Madame Alberg, vous avez travaillé dans le domaine de la santé pendant 30 ans. Vous connaissez le concept de consentement éclairé, n'est-ce pas? Oui.
Et vous comprenez qu'une permission implicite n'est pas la même chose qu'un consentement explicite documenté pour les procédures médicales? Je suppose, mais dans les situations familiales. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Comprenez-vous qu'une permission implicite n'est pas suffisante pour administrer des médicaments sur ordonnance à un mineur? La mâchoire de Donna s'est crispée. Oui. Amanda a brandi l'une des entrées du journal. Ceci provient de la documentation que vous avez soumise à MedTech. Il est écrit, le sujet elle a présenté une somnolence accrue dans les 45 minutes suivant une dose de 1 mg. Réduction du niveau d'activité observé. Est-ce que cela ressemble au langage d'une grand-mère inquiète? J'étais professionnel. Ou est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui effectue des observations cliniques? Je documentais pour pouvoir mieux l'aider. Vous avez écrit sur votre petite fille comme si elle était un rat de laboratoire. La voix d'Amanda est restée calme, mais les mots ont atterri avec une précision dévastatrice. Vous avez suivi ses réactions. Vous avez calculé les dosages. Vous avez documenté les schémas de sommeil et les changements de comportement. Et vous avez accepté $500 par mois pour le faire. J'avais besoin d'argent. La contenance de Donna s'est finalement brisée. Savez-vous à quel point tout est cher? Ma pension ne couvre pas, elle s'est arrêtée brusquement, réalisant ce qu'elle avait admis. La salle d'audience était absolument silencieuse. Donc, c'était une question d'argent, a dit Amanda tranquillement. Vous avez drogué un enfant de 5 ans parce que vous aviez besoin d'argent. Le visage de Donna est devenu rouge. Ce n'est pas. J'aidais les deux. J'aidais Leia et j'aidais la recherche. Ce n'était pas seulement une question d'argent. L'argent était un facteur. Je ne lui ai pas fait de mal. Le docteur Harding a témoigné qu'elle aurait pu développer de graves problèmes respiratoires. Qu'une exposition continue aurait pu entraîner des retards de développement. Écoutiez-vous ce témoignage, mademoiselle Alberg? J'étais prudente. Vous lui avez donné des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits. Vous lui avez donné des doses pour adultes. Vous lui avez donné plusieurs doses en une seule journée lorsqu'elle ne se conformait pas à vos souhaits. C'est ce que montrent les journaux. Amanda a posé le document. Comment tout cela peut-il être considéré comme de la prudence? Donna n'avait pas de réponse. Les plaidoiries ont duré tout un après-midi. Shane a fait de son mieux, dépeignant Donna comme une grand-mère imparfaite mais bien intentionnée qui avait pris de mauvaises décisions. Il a souligné son âge, son absence de casier judiciaire, ses décennies de service dans le domaine de la santé. Il a demandé au jury de considérer que les erreurs ne devraient pas être criminalisées, que l'absence de préjudice réel devrait être mise en balance avec les accusations. La plaidoirie d'Amanda était précise et puissante. Mesdames et messieurs, cette affaire ne porte pas sur le fait de savoir si Donna Alberg aimait sa petite fille. Il ne s'agit pas de savoir si elle était triste de la mort de sa fille. Il ne s'agit même pas de savoir si elle croyait bien faire. Elle a fait une pause, établissant un contact visuel avec chaque juré. Cette affaire porte sur ce qu'elle a réellement fait. Elle a pris un médicament sur ordonnance destiné à l'anxiété des adultes et l'a donné à un enfant de 5 ans. Elle a documenté les effets. Elle a accepté un paiement. Elle a falsifié des documents d'autorisation. Ce sont des faits étayés par des preuves indiscutables. Amanda a fait un geste vers les pièces à conviction étalées sur la table de l'accusation. La défense veut vous faire croire qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais regardez les journaux. Regardez la documentation soignée. Regardez les calculs dans son carnet personnel. Ce n'était pas de la confusion. C'était un comportement délibéré et systématique. C'était une femme qui a regardé sa petite fille vulnérable et y a vu une opportunité commerciale. Elle a laissé cela s'installer. La défense vous a demandé de considérer qu'aucun dommage permanent n'a été causé. Mais c'est uniquement parce que Kevin Ward a découvert ce qui se passait et l'a arrêté immédiatement. S'il n'avait pas trouvé ce flacon de pilule, si Leia ne lui avait pas dit qu'elle se sentait somnolente, combien de temps cela aurait-il continué? Combien de dommages auraient pu en résulter? Nous ne pouvons pas le savoir, mais nous savons que le docteur Harding a témoigné que des dommages graves étaient possibles, étaient probables, si le comportement avait continué. La voix d'Amanda s'est légèrement adoucie. Cette petite fille faisait confiance à sa grand-mère. Après avoir perdu sa mère, elle avait besoin d'amour, de stabilité, de sécurité. Au lieu de cela, elle a reçu des médicaments qui la rendaient confuse et fatiguée. Elle a été transformée en sujet de recherche sans sa connaissance ni son consentement.
Elle a été trahie par quelqu'un qui aurait dû la protéger. Elle est retournée à sa table, puis s'est retournée une dernière fois. Lorsque vous délibérerez, je vous demande de vous souvenir de quelque chose de simple. Si un étranger avait fait cela à un enfant, hésiterions-nous à qualifier cela de criminel? Chercherions-nous des excuses? Suggérerions-nous qu'il s'agissait d'un malentendu? Ou l'appellerions-nous exactement ce que c'est, mise en danger d'un enfant, fraude, faux et usage de faux, et une violation de tout ce que nous croyons au sujet de la protection des personnes vulnérables? Elle s'est assise. Kevin a regardé les visages des jurés et en a vu plusieurs hocher légèrement la tête. Le jury a délibéré pendant 2 jours et demi. Kevin a passé ce temps à essayer de maintenir la normalité pour Leia, en l'emmenant à l'école, en l'aidant à faire ses devoirs, en lui lisant des histoires au coucher, mais son esprit était toujours partiellement dans cette salle d'audience, se demandant ce dont le jury discutait, ce qu'il pensait, si la justice prévaudrait. Le 3e jour, le détective Rivera a appelé. Ils ont un verdict. Kevin s'est arrangé pour qu'un voisin s'occupe de Leia et s'est rendu au palais de justice. La salle d'audience s'est remplie rapidement. La nouvelle de l'affaire s'était répandue dans Pinford, et les gens voulaient voir la conclusion. Kevin s'est assis au même endroit qu'il avait occupé tout au long du procès. Amanda lui a fait un bref sourire encourageant. De l'autre côté de l'allée, Donna était assise, les épaules raides, les mains si étroitement jointes que ses jointures étaient blanches. Le juge Thompson est entré. Tout le monde s'est levé, puis s'est rassis. Le jury est entré, leur visage soigneusement neutre. Le jury est-il parvenu à un verdict? A demandé le juge Thompson. Le contremaître, une femme d'âge moyen qui avait travaillé comme enseignante au secondaire pendant 20 ans, s'est levée. Nous l'avons fait, votre honneur. Sur l'accusation de mise en danger d'un enfant, quel est votre verdict? Coupable. Kevin a senti quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Sur l'accusation d'administration de médicaments sans autorisation? Coupable. Sur l'accusation de fraude? Coupable. Sur l'accusation de faux et usage de faux? Coupable. Sur l'accusation de mener des recherches non autorisées sur des sujets humains? Coupable. Donna a fait un petit bruit, quelque chose entre un halètement et un sanglot. Chin a posé une main sur son épaule, mais elle l'a repoussé. Le juge Thompson a remercié le jury et a fixé la détermination de la peine à 2 semaines plus tard. L'audience de détermination de la peine a été brève. Le juge Thompson a écouté le plaidoyer de la défense en faveur de la clémence, l'âge de Donna, son absence de casier judiciaire, ses antécédents de service dans le domaine de la santé. Chin a fait valoir que la probation et les travaux d'intérêt général seraient appropriés, que l'incarcération ne servirait à rien. Amanda a plaidé pour la peine maximale, soulignant la gravité des crimes, la vulnérabilité de la victime, la nature calculée du comportement. Le juge Thompson a réfléchi pendant quelques minutes seulement avant de rendre sa décision. Mademoiselle Alberg, j'ai examiné attentivement les preuves dans cette affaire. J'ai tenu compte de vos antécédents, de votre situation, de vos intentions déclarées, mais je reviens sans cesse à un fait fondamental, vous avez traité un enfant comme une source de revenus. Vous lui avez sciemment donné des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits. Vous avez documenté les effets. Vous avez accepté un paiement. Et une fois confronté, vous n'avez montré aucun remords, seulement de la défensive et du déni. Donna était assise immobile, regardant droit devant elle. Il ne s'agissait pas d'un simple écart de jugement, a poursuivi le juge Thompson. Il s'agissait d'un comportement soutenu et délibéré sur une période de plusieurs mois. Vous avez violé la confiance de votre propre petite-fille. Vous avez mis en danger sa santé et son développement, et vous l'avez fait pour de l'argent. Il a serré la mâchoire. Je vous condamne à 5 ans dans l'établissement correctionnel de l'État, suivi de 3 ans de probation supervisée. Vous devrez suivre une thérapie et il vous sera interdit tout contact non supervisé avec des mineurs. Vous devrez également verser une indemnité pour couvrir les frais médicaux et juridiques engagés par Monsieur Ward. Le visage de Donna s'est effondré, mais pas avec de la culpabilité, avec de la colère, avec de l'indignation d'être tenue responsable. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Je ne lui ai pas fait de mal. J'essayais d'aider. Vous réagissez tous de manière excessive. Mademoiselle Alberg, a dit sèchement le juge Thompson, je vous suggère de garder le silence. Agent, veuillez la prendre en charge. 2 huissiers se sont approchés. Donna a continué de protester alors qu'il l'emmenait, insistant sur le fait que tout cela était un malentendu,
que tout le monde était déraisonnable, qu'elle avait été persécutée. Kevin la regardait partir sans satisfaction, sans sentiment de triomphe, seulement un soulagement, seulement la certitude qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. Au cours des mois suivants, Leia a continué à s'épanouir. Elle a commencé la première année à l'automne, s'est fait de nouveaux amis, a rejoint une équipe de soccer. Son professeur a signalé qu'elle était brillante, engagée, créative. Ses dessins étaient à nouveau pleins de couleurs. Son rire venait facilement. Kevin a établi de nouvelles routines, de nouvelles traditions. Ils ont commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux local le samedi matin, en promenant des chiens et en jouant avec des chats. Leia adorait ça, adorait le sentiment d'aider des créatures qui avaient besoin de soins. « Papa », a-t-elle dit un samedi alors qu'il promenait un golden retriever amical dans la cour du refuge, « je suis contente qu'on ne voit plus grand-maman. » Kevin l'a regardé, surpris. « Ouais, pourquoi ça ? » Parce qu'elle me faisait toujours me sentir confuse et fatiguée, et qu'elle me regardait d'une manière qui me faisait me sentir petite, comme si je n'étais pas vraiment une personne. Leia est restée silencieuse pendant un moment, lançant une balle de tennis au chien. Maintenant, je me sens à nouveau grande, comme moi-même. Kevin s'est accroupi et l'a prise dans ses bras. Tu es toi-même. Tu es exactement qui tu es censé être. Elle l'a serré fort dans ses bras. Un soir, après que Leia se soit endormie, Kevin était assis sur le petit balcon de leur appartement donnant sur le lac Pinefort. L'eau était sombre et calme, reflétant les lumières éparses des maisons sur la rive opposée. L'air était frais, portant le parfum du pin et de l'automne approchant. Il a pensé à Claire, à combien elle aurait aimé voir Leia à cet âge, curieuse, énergique, confiante. Il a pensé à la confiance que Claire avait accordée à sa mère, sans jamais savoir de quoi Donna était vraiment capable. Il a pensé à tous les « et si », à toutes les façons dont les choses auraient pu se passer différemment. Mais surtout, il a pensé au choix qu'il avait fait. Il avait agi avec précision et détermination. Il avait recueilli des preuves, monté une affaire indéniable, poursuivi la justice sans compromis ni pitié. Il avait protégé sa fille de quelqu'un qu'il avait considéré comme une marchandise, qui avait été prêt à risquer sa santé et son développement pour de l'argent. Kevin n'était pas un homme violent. Il ne se réjouissait pas de la vengeance, mais il était absolument, inébranlablement certain qu'il avait fait ce qu'il fallait. Je l'ai protégé, a-t-il dit doucement à l'air nocturne, à la mémoire de Claire. J'ai fait ce que tu aurais voulu, ce que tout parent voudrait. Le lac était silencieux, n'offrant aucune réponse, mais Kevin n'en avait pas besoin. Il s'est levé, a jeté un dernier regard sur l'eau paisible et est entré, a vérifié Leia une dernière fois. Elle était blottie autour de son hibou en peluche, respirant profondément, endormie en toute sécurité. Puis il est allé dans sa propre chambre, sentant une force tranquille s'installer dans ses os. Sa famille avait été fracturée par la cupidité et la cruauté de quelqu'un d'autre, mais il l'avait reconstruite grâce à la vérité, au courage et à un engagement inébranlable envers la protection. Et cela, Kevin le savait, suffisait. Cela suffirait toujours.